ne vous inquiétez pas. Mais nous, ça nous permet de faire des petits tests. Donc, bonjour à tous et bienvenue, du coup dans ce webinaire du mois de novembre qui sera consacré à la dernière étape de la mise en conformité ou à la première en fonction de comment vous vivez les choses. Hem Et comment, pourquoi s'outiller? Alors, si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les poser tout au long de la présentation. Je vais essayer, de revenir régulièrement sur le chat pour, heu, pour les lire. Alors, donc, je pense pas qu'on tienne 1 heure, je pense qu'on aura fini avant, sauf si vous avez des milliards de questions et surtout n'hésitez pas. Donc qui je suis? Donc je suis Oriana Labruyère. Aujourd'hui, je suis pas accompagnée d'un intervenant. Pour 2 raisons. La première, c'était que on s'était posé la question d'inviter un éditeur et on s'est dit que, bah, c'était un peu délicat d'inviter un éditeur sur un webinar parce qu'on voulait pas que ça fasse, vente. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était qu'inviter un client pour parler, du déploiement d'un outil, ça revenait encore une fois à devoir parler d'un outil spécifiquement et on trouvait que c'était assez délicat, de faire ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlerai pas d'outils, je vais vous donner des exemples. Peut-être que vous allez rattacher à des outils que vous avez connus ou que vous envisagez, de d'acquérir, mais voilà, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de faire le tour de la question et pas de parler d'un outil spécifiquement. Alors le RGPD, petit rappel, donc entre en vigueur en 2018. Il rend, sa conformité pour toutes les organisations privées ou publiques obligatoire et il offre de nombreux avantages. Aujourd'hui, on va plutôt voir le RGPD sous un angle positif. Nous au cabinet, c'est ce qu'on aime bien faire voilà. La première, je vois qu'il y a un message. Ah, c'est bonjour. Bonjour. Évidemment, on va voir donc le RGPD sous l'angle positif, c'est-à-dire comment, je vais me mettre en conformité, pourquoi je vais outiller ma conformité. Alors, outiller, ça peut avoir, hem, des intérêts dans le cadre du process de conformité, que vous l enfin, que vous ayez commencé ou non ce process de conformité, il faut rappeler que ça permet de garantir une sécurité et une confidentialité des données. Ça représente un atout concurrentiel parce qu'aujourd'hui encore, on le voit dans les appels d'offres, les structures qui ne sont pas, conformes RGPD ont beaucoup de mal à répondre aux appels d'offres, voire sont systématiquement écartées. Elles facilitent évidemment le contrôle interne et même quand on est dans une petite structure, un peu de contrôle interne permet, d'éviter de se répéter notamment, et de veiller à ce que, les procédures et ce qu'on a envie de construire, est respecté par l'ensemble des collaborateurs. S'inscrit évidemment dans une démarche RSE, parce qu'on va être autour de la data, on va être autour, notamment de la donnée, des collaborateurs et donc on va veiller à leur, utilisation, dans le cadre de la loi et donc on va, limiter, l'impact et valoriser cette démarche RSE. Ça représente un gage de transparence et de confiance envers, l'ensemble de vos partenaires et de vos clients, bien entendu, puisque, eux-mêmes ont cette obligation. Ils attendent de vous, ce degré, de conformité et quand vous avez, une clientèle qui, n'est pas soumise au RGPD parce que, par exemple, ce sont des consommateurs, évidemment, ils s'attendent à ce que vous, vous traitiez, leurs données de manière, raisonnable et conforme au texte. Et puis, évidemment, ça va limiter, le risque de sanction. Alors pour rappel, hein, rapidement, on a une sanction administrative, la CNIL, une sanction pénale, par, une responsabilité pénale du chef d'entreprise, et puis, on aura, un risque, civil puisque, toute personne peut demander des dommages et intérêts sur le fondement du RGPD, donc que ce soit une personne physique ou que ce soit un client à vous, si, vous avez, malmené ces données et que ça lui cause lui-même un préjudice, et pour les personnes, physiques, ça peut être, un préjudice, rien que parce que vous n'avez pas, respecté la loi. Donc on le comprend, c'est un enjeu, heu, donc
la question ici de comment et pourquoi outiller sa conformité, et ben, évidemment, c'est parce que, l'ensemble des éléments que je viens de vous citer, c'est plus facile quand on peut le piloter et donc naturellement, on se dit: «Si j'ai un outil, je vais pouvoir le piloter». Un tableur Excel, c'est bien, mais par exemple, ça ne permet pas, aisément de suivre un workflow. En tout cas, quand on n'a pas, une maîtrise parfaite d'Excel, il y a quand même des choses qui sont assez, compliquées à paramétrer. Ça va être aussi difficile de faire adopter potentiellement, Excel, par tous. Donc voilà pourquoi on se dit: «Bon, bah, on va passer par un outil, ce sera, plus facile». Quelques rappels quand même que j'ai, été chercher donc j'ai rien inventé, hein, sur le site de la CNIL et puis, un petit focus sur la cybersécurité. Alors, les 4 étapes pour passer à l'action quand on veut se mettre en conformité, au RGPD, la CNIL nous dit et c'est tout simple, eh bien, on constitue un registre, on fait le tri dans nos données, on respecte le droit des personnes et on sécurise vos données. Simple, simple. Dit comme ça, 4 étapes, voilà, ça paraît, assez, évident, mais rien que la constitution du registre, comment je fais? Comment je constitue mon registre? Au travers, de mes entretiens. Comment je garantis, que c'est exhaustif? Comment, je fais le lien entre, ces traitements qui me sont déclarés et puis, la possibilité ou non, de capitaliser dans les différents, services, que j'ai, au quotidien? Hem c'est ces questions-là qui vont être résolues par, l'outil que vous allez choisir et pourquoi on va aussi choisir un outil? C'est parce que il va nous permettre, de documenter en interne un certain nombre d'éléments et notamment, un suivi des violations, de données à caractère personnel. Donc juste un petit focus, sur les activités qui sont les plus concernées par, les failles de sécurité. Alors les administrations publiques, arrivent en tête avec, les activités, spécialisées, scientifiques et techniques et puis, derrière on a le commerce pour 12 des violations. Heu, Ces chiffres-là, ils vous permettent, au moins une chose, on se rend compte de la répartition qui est finalement assez égalitaire, hein, dans les 5 premiers de tête, on est déjà à plus de 10 des attaques. Outiller permettra alors peut-être pas, de ne pas se faire attaquer. En revanche, permettra une réponse adaptée, permettra aussi, de suivre ces attaques et puis, lorsque vous aurez constitué votre registre, que vous serez en capacité d'avoir capitalisé, sur l'ensemble des traitements et que vous maîtriserez mieux, cette vue globale de vos traitements dans les organisations, eh bien, à ce moment-là, vous serez capable de voir peut-être les failles de votre système d'information ou le manque, de sécurité sur certains traitements et puis, ça permet d'avoir une cartographie, je dirais, de vos traitements, de vos données, de vos outils et on va le voir, dans les alertes, pour le choix de l'outil, aussi les différentes mesures de sécurité ou absence de mesures de sécurité et ça, je dirais que c'est le premier apport de l'outil, c'est ça. C'est vraiment d'arriver à avoir une cartographie, de ses traitements et du coup, des outils sur lesquels, vos traitements reposent. Est-ce que vous avez des questions, à ce stade? Alors il y a quelqu'un qui écrit: «Non, c'est bon». Bah, écoutez, très bien. Alors une petite slide maintenant, heu, pour, rappeler un principe de base: les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, avec une belle faute d'orthographe d'ailleurs à ceux. Hem, donc pourquoi on a voulu mettre ça? Pour une raison simple, c'est que en réalité, les promesses qui sont dans les plaquettes des éditeurs de logiciels sont sans doute toutes vraies. Cependant, vous ne devez pas être au service de votre outil, c'est l'outil qui doit être au service de votre conformité. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais en réalité, on le voit et moi je le vois encore au quotidien, on déploie des outils d'une complexité, hem, extrêmement élevée, soit parce qu'ils vont faire des choses complexes, soit parce que, ils sont trop complexes par rapport à l'utilisation, que va en faire l'organisation
Que ça m'amène nécessairement à la question suivante, c'est: est-ce qu'on s'est posé la question des fonctionnalités essentielles dont on avait besoin avant de passer, commande auprès de cet éditeur? La première des questions, c'est ça, c'est: de quoi avez-vous réellement besoin? Parce que, si on définit de quoi on a besoin, on va être aussi capable de se poser la question simple de Qu qu'est-ce que je vais pouvoir couvrir au quotidien? Est-ce que mes équipes vont être capables, de suivre tous ces indicateurs que me fournit l'outil? Alors, sans doute que vous me direz: «Oui, mais dans le temps, j'en aurais besoin» et cetera. Très bien, mais rien n'empêche de monter en gamme au fur et à mesure, de commencer par des outils avec des modules simples, de ne prendre que, vraiment le minimum vital et de ne pas, chercher à tout suivre d'un coup. Alors, pour moi, les fonctionnalités essentielles, c'est évidemment la tenue du registre, heu, parce que c'est l'outil de votre conformité. La première chose, vraiment. Est-ce que je peux manager mon registre, créer mon registre, suivre mon registre, mettre à jour mon registre au sein de l'outil? Si la réponse est oui, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, je vais veiller à ce que je puisse créer un registre sous-traitant quand c'est le cas. Là, je pense à l'ensemble des acteurs économiques qui, sont des interfaces, notamment pour les entreprises ou qui, sont des services externalisés pour les entreprises. Là, nécessairement, quand vous avez de la donnée personnelle, par exemple, je pense aux services RH externalisés, je pense aux sociétés de communication qui vont, faire tout ce qui est lié, à l'emailing, au contact des clients, que ce soit, des clients physiques ou des clients personnes morales. Parce que dans les clients personnes morales, même en B2B, on retrouve de la data, et potentiellement avec des volumes importants. Alors la sensibilité n'est pas là, mais quand même ça peut être très vite des volumes importants. Donc voilà, veillez à la possibilité de créer un registre des sous-traitants. Encore une fois, un registre de sous-traitants, ça se tient à jour. Quand votre, solution évolue, votre prestation évolue, il faut penser à le mettre à jour. Est-ce que je suis en capacité de classer, des études d'impact? Alors ça ne veut pas dire que je suis en capacité de faire les études d'impact au travers de l'outil. Là-dessus, c'est peut-être pas la peine d'acheter un outil quand on a un outil que la CNIL a elle-même, mis à disposition gratuitement, qui s'installe, en local. Est-ce que je peux suivre mes demandes d'exercice de droit et les réponses apportées? Notamment parce que là, l'enjeu crucial, c'est le respect des délais. Et puis, la dernière chose, je le dis beaucoup, est-ce que je suis capable de capitaliser sur les différents traitements mis en œuvre? Pourquoi? Parce que, lorsque j'ai une organisation qui est bien pensée de ma conformité, je ne vais pas me répéter. C'est-à-dire que dans certains services, vous pouvez avoir des traitements qui sont similaires. Je pense notamment, par exemple, à une organisation avec des filiales. Vous pourriez avoir un service RH dans chacune des filiales. Vous avez sans doute une répétition de ce traitement RH qui impliquera peut-être des outils différents, mais le mécanisme sera le même. Donc ça ne sert à rien de à chaque fois repartir de zéro. On peut vraiment capitaliser, sur ce qu'on a fait sur d'autres organisations, d'autres filiales. Voilà, et là, pour ceux qui nous écoutent, qui sont, eux-mêmes des PO externalisés, se poser la question de capitaliser sur, ses clients ou notamment parce que vraiment le service RH, c'est assez simple, tout le monde a un service RH quasiment, ou en tout cas tout le monde a des traitements RH. Bah, voilà, je vais pas recommencer à zéro à chaque fois. Je vais reprendre, ce que j'ai fait, mettre à jour. Je vais être en capacité de me poser la question aussi en regardant, ce que, mes autres clients ont pu faire, et là, j'enrichis nécessairement mon regard vis-à-vis de mes clients, mais en plus de ça, je leur fais gagner un temps, précieux puisque, certains traitements RH sont communs à toutes les structures. Complexe et hors de prix. Oui, alors complexe et hors de prix, on va revenir au prix tout à l'heure. On va en parler, très rapidement. Hem, En effet. Alors, je vous avais mis, j'ai volontairement fait ça. J'avais mis, des petits super héros avec des baguettes magiques parce que
En fait, aujourd'hui, quand on lit les plaquettes, on a l'impression que c'est l'outil, c'est la conformité. Voilà. On a l'impression qu'une fois que vous avez mis en place l'outil, voilà, c'est fini, vous êtes tiré d'affaire, votre conformité, c'est fait, quoi. Il y a plus de questions. Et là, encore une fois, c'est pas le cas. Donc, votre outil ne doit pas être à votre service et vous ne devez pas croire que votre outil, c'est la solution qui va régler tous vos problèmes. C'est pas vrai, parce que si vous n'avez pas pensé, votre structuration de conformité, si vous n'avez pas anticipé vos besoins, si vous n'avez pas déjà démarré votre projet de conformité, votre outil ne vous servira à rien. Vraiment, parce que il ne va pas le faire à votre place, il ne va pas décrire l'organisation à votre place, il ne va pas structurer une démarche à votre place. Il faut L'outil ne sera là que pour vous servir et donc ne pensez pas que vraiment l'outil c'est la solution et puis après il y a plus besoin de rien. Alors, all inclusive, la fausse bonne idée. Donc, je le disais tout à l'heure, j'ai mis une série d'outils là. On comprend bien que sur un chantier, on va prendre un outil à la fois. Ben là, c'est un peu la même chose. Le all inclusive, c'est la fausse bonne idée parce que l'outil ne va jamais remplacer l'humain. Encore une fois, il doit être à votre service et pas l'inverse. Et donc, il faut se poser des questions en amont autour du pilotage de l'outil, des éléments que vous allez intégrer dans l'outil. Donc, qui va piloter l'outil et ses différentes fonctionnalités? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Si ce sont des personnes différentes, et ça pourrait être très logique que ce soit des personnes différentes en fonction de votre organisation, ces personnes-là ont-elles été formées? Qu'est-ce qu'elles souhaitent? Quel est l'objectif, derrière ce management de la conformité? Comment allez-vous, suivre la bonne mise à jour du contenu de l'outil? Donc ça, c'est essentiel aussi, hein, toute la comitologie autour de la conformité, ce sont des questions qu'on me pose avant même d'avoir un outil parce que finalement, cet outil s'intègre dans une démarche, il n'est pas la démarche et puis, évidemment, mon équipe a-t-elle le temps de gérer la mise en place de l'outil? Et ça, alerte absolue. Quand vous décidez de prendre un outil, c'est pas vraiment comme une machine à laver, on la branche et hop, c'est fini, ça marche. Là, c'est pas du tout ça. Donc, il faut se poser ces questions-là avant de choisir l'outil. Donc, quel est votre niveau de maturité, de la conformité dans l'organisation? Elle peut être de zéro. Et on peut se dire: «Je prends un outil pour structurer ma démarche». Mais dans ce cas-là, et je vous le mets en pratique, je vous le mets, attention, parce que les prix d'appel sont souvent extrêmement attractifs, mais n'incluent qu'un accompagnement au déploiement qui est très basique, très limité. Donc attention, attention, quand vous voyez des prix d'appel très alléchants, ça peut être sympa parce qu'on se dit: «Tiens, ma licence va pas me coûter très cher». Mais en réalité, quand vous avez besoin de mettre en œuvre l'outil, l'éditeur, très logiquement, vous dit: «Très bien, super, mais c'est un service complémentaire» et donc la facture, parfois peut doubler, tripler, en fonction de vos attentes, de vos besoins en réalité. Donc bien vous poser cette question-là: «Est-ce que je vais être autonome? Est-ce que j'ai le temps d'être autonome?» Parce que ça, c'est quand même, ce après quoi on court tous. Est-ce que, j'ai besoin d'un support? Est-ce que je fais confiance à mon éditeur? Est-ce que je prends un externe pour mettre en œuvre? Voilà, ça, ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser. Hem, Quelle est l'organisation de ma conformité? Je l'ai beaucoup dit depuis qu'on se parle là, mais en réalité, si vous savez, identifier ce dont vous avez besoin, par exemple mon registre, que, l'organisation de votre conformité est déjà pensée. C'est-à-dire que vous avez nommé, alors un DPO peut-être pas, mais, vous avez, nommé quelqu'un qui sera en charge de cette question. Cette personne, elle a le temps imparti nécessaire dans son quotidien pour traiter cette question. J'insiste parce que sinon c'est un peu facile. Hem et vous avez établi que dans les services, il y aurait des points de contact pour vous faciliter la remontée d'informations. Dans ces cas-là, OK, vous avez déjà une maturité qui est pas mal et vous allez, pouvoir mettre en œuvre, alors il y aura forcément des couacs comme dans tout projet, mais vous allez pouvoir mettre en œuvre de manière relativement, structurée et presque facile, l'outil. En revanche, si vous êtes tout seul, que vous êtes le seul à vous soucier de ça, et que finalement c'est uniquement pour vous faciliter la vie, que vous imaginez utiliser un outil, bah,
Pensez que la mise à jour d'un tableur Excel peut être plus simple que la mise à jour d'un outil sur lequel vous allez être le seul à travailler, alors que vous aurez besoin d'informations, de vos collègues ou bien de tiers. Et ensuite, du coup, évidemment, la dernière question, c'est quelles sont les ressources humaines disponibles ou non disponibles? Pourquoi je me pose cette question? Parce que nécessairement, moins j'ai de temps en interne, plus je vais devoir faire appel à un sous-traitant ou bien sinon, mon projet va durer, durer, durer. Moi, je suis pas friande des projets qui durent parce que, lorsque ça c'est trop long, on perd, on perd de la motivation. Les équipes, en fait, voient, ça vraiment, comme un frein. On comprend parce que pendant qu'elles font ça, elles font pas leur métier de base. Donc vraiment se poser la question des ressources disponibles. Il y a des gens qui peuvent être, de très bons, apporteurs d'informations, vraiment au quotidien, qui peuvent là pour vous, donner de l'information, sur les projets en cours, sur, la vision de l'entreprise, sur tel ou tel sujet, sur aussi, quand vous êtes nouveau dans une entreprise, faites attention à la culture d'entreprise parce que quand on a un outil, il doit refléter aussi une forme de culture d'entreprise. Quand vous avez, une organisation un peu horizontale, attention à pas avoir des outils avec des process de validation ultra complexes. Voilà, ça paraît logique, mais ce sont des questions qu'il faudrait, heu, avoir en tête lorsque vous allez, déterminer, cet outil. Alors, on me pose une autre question: «Est-ce que je suis sûre d'avoir la maîtrise de mes données à long terme?» entre parenthèses, réversibilité. Alors justement, ça, ce sont, les questions que je j'aborde dans la slide d'après, qui sont, comment bien choisir, finalement votre éditeur. Alors, un dernier point de vigilance, avant de vous répondre sur cette question, sur le all inclusive. Aujourd'hui, vous avez des outils, qui peuvent vous paraître simplistes, mais qui vont vous permettre de véritablement avoir une vision globale de la conformité et notamment de votre registre. S'il y a bien une chose que vous devez couvrir, c'est ça. S'il devait en y avoir qu'une seule, ce serait de couvrir votre registre. Voilà. Si vous arrivez à couvrir le registre dans un outil, vous pourrez, hem, ça découlera en tout cas, hem sur votre conformité au regard de la gestion des droits des personnes. Vous arriverez à gérer, vos relations contractuelles. Un bon outil de registre, c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Si j'ai au moins une chose à dire, c'est bien ça. Et ensuite, en fonction de votre organisation, en fonction des ingénieurs, des experts, du degré de maturité, là, vous pouvez aller sur des offres plus complexes et comme, c'était dit dans le chat, évidemment plus chères, puisqu'elles font plus de choses. Mais, hem, moi vraiment ce point de vigilance, c'est: qui suis-je? De quoi ai-je besoin? Et est-ce que, l'outil qu'on me propose n'est pas, finalement, heu, sur enfin, su avec une couverture, heu, plus importante, que celle, dont j'ai vraiment besoin au quotidien. Alors, pour répondre à la question, de la réversibilité. Évidemment, c'est une question qu'il faut poser et alors, je la pose, de manière, un petit peu différente sur, le dernier petit, bullet point, de mon top 5 des questions à se poser avant de signer le contrat. C'est, si vos données sont dans le cloud, est-ce que, il y a une sauvegarde? Est-ce que le cloud signifie sauvegarde pour votre éditeur? Heu, ou est-ce que c'est simplement un accès distant? Et quel type de données sont sauvegardées et comment je viens avoir accès? Et donc comment je peux les extraire? Pourquoi c'est important? Alors parce qu'il y a eu on l'a eu cette année, hein, des incidents en termes de sécurité infrastructure, notamment de serveurs. C'est, cette question, de la sauvegarde de la donnée, cette question de l'accès à la donnée, de la réversibilité, est une question majeure qu'il faut vous poser parce que si vous n'avez pas la possibilité de récupérer votre donnée, vous allez souvent avoir dans les clauses avec les éditeurs une capacité, heu, pour eux de reconstituer un environnement, mais pas le contenu de l'environnement. Je m'explique, c'est comme si je vous disais: «En cas d'incendie, je sauvegarde votre maison».
Qu'est-ce qu'il y a dans maison? Qu'est-ce qu'il y a dans maison? Est-ce que dans maison, il y a mes meubles? Est-ce que dans maison, il y a mes objets personnels? Est-ce que dans maison, il y a, tout mon aménagement? Ou est-ce que dans maison, il y a juste, bah, mes murs, les fenêtres et le toit? C'est ça l'enjeu. Et lorsqu'on vous parle sauvegarde, c'est ça la question à arriver à déterminer après avec votre éditeur de logiciel, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'éditeur logiciel en SaaS évidemment, parce que c'est assez enfin, on a encore sur le marché des solutions on-premise, mais ça devient quand même de plus en plus rare. Donc, c'est pour ça que je m'attarde pas, sur cet aspect. Hem, En plus, ça a vocation à disparaître, en tout cas pour pour le marché, commun, hors organisation, administration publique et cetera ou bien, structure avec, un risque, très élevé, on n'aura pas, on va pas avoir, des logiciels on premise, ça devient de plus en plus rare. Donc la question du cloud et la question de la réversibilité, évidemment, merci beaucoup de l'avoir posée. Hem, Danger, il faut, se poser cette question et obtenir une réponse qui vous convient par rapport à votre gestion du risque. Ensuite, si je reprends mon top 5, votre éditeur est-il soumis à une autre, loi que la réglementation européenne ou française? Voilà. Posez-vous la question vu que vous allez, hem héberger de la donnée chez lui. Je rappelle, hein, si vous hébergez un registre, vous allez héberger une organisation de votre conformité chez votre sous-traitant. Si vous hébergez le registre des incidents ou le registre des demandes, votre hébergeur, il va forcément avoir de la donnée personnelle parce que quand vous avez un registre des demandes, bah, vous avez au moins, le nom de la personne qui a fait la demande. Donc, ces informations-là, elles sont hébergées, elles sont chez un sous-traitant puisqu'il héberge ce traitement-là d'hébergement est un traitement de sous-traitance. Donc, savoir s'il est soumis à d'autres réglementations que la réglementation européenne, notamment pour savoir si d'autres personnes que vous, et donc savoir si des États pourraient avoir accès à votre donnée. Ensuite, hem, si donc il vous offre une solution en SaaS. Hem, dans quel pays les serveurs sont hébergés? Alors ça paraît idiot, mais si vos serveurs sont hébergés, dans un pays qui est déclaré non conforme à l'Union européenne, à la réglementation, dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec un traitement transfrontalier. Au sens, enfin, en tout cas hors, de l'Union européenne et ça, du coup, pour vous, ça a un impact en termes de conformité. Vous serez obligé, de produire un certain nombre de documents. Ensuite, se demander qui sont les sous-traitants de votre sous-traitant, donc ces fameux sous-traitants extérieurs. Y a-t-il des fournisseurs de modules tiers? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est tout naturel, certains éditeurs n'ont pas développé toute la solution en interne. Ils ajoutent des briques, qui sont elles-mêmes développées par des tiers. Donc voilà, poser la question s'il y en a. C'est pas un no-go, qu'il y ait des fournisseurs tiers nécessairement, mais en tout cas, savoir qui c'est et veiller à ce que, les standards que vous attendez dans la sécurité, dans la gouvernance soient, au rendez-vous chez ces sous-traitants ultérieurs de votre, éditeur logiciel en SaaS. Ensuite, quelle est la politique de sécurité, de votre éditeur? Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure sur le cloud et la réversibilité, la politique de sécurité de votre éditeur, elle impacte nécessairement la vôtre. Si, il a une politique de sécurité, qui est conforme, au minimum, attendu en la matière, vous pourrez, en tout cas documenter que vous avez fait appel à un sous-traitant, qui est conforme et donc ça augmente votre degré de conformité plutôt qu'à défaut vous dire: «Ah bah, j'ai rien fait» ou bien, «J'ai pas vu, je sais pas» et donc là, vous allez nécessairement avoir une problématique de conformité vous-même de ce traitement, qui est de d'héberger de la donnée, dans le cadre de cet outil auprès d'un tiers. En dernière question en pratique, hem, alors, ça paraît complètement idiot cette question, mais une documentation précontractuelle ou technique en anglais, est-ce que c'est OK?
Eh ben non, c'est pas OK. Je vous explique pourquoi, c'est pas OK, j'ai souvent le cas. C'est pas OK parce que le juge, en France, il juge sur du français. Ça veut dire que si vous avez une documentation précontractuelle ou technique en anglais, ou bien des conditions générales en anglais, eh bien, il faudra traduire, et ce sera à vous, si vous poursuivez votre éditeur, de faire traduire par une personne assermentée cette documentation. Alors, non seulement ça peut être fastidieux pour le traducteur, mais à la rigueur, on s'en fiche, mais en tout cas, ça peut être très cher. Et vous risquez d'avoir des écarts dans la traduction. Donc attention, attention à à cette, à cet écueil. J'ai un petit problème de chargement de batterie. Hop là, excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais débranchée avant qu'on soit coupé. Voilà. Donc voilà, attention à cet écueil. On a tendance parfois à vouloir que les projets démarrent vite et donc à ne pas, à pas faire vraiment attention à ça et là, là, il y a une grosse alerte pour moi parce que, heu, l'éditeur de logiciel que vous allez choisir, vous allez le garder longtemps. Il est probable que vous n'allez pas changer tous les ans de solution de conformité. Donc, s'il vous plaît, anticipez, posez-vous la question de la documentation contractuelle, précontractuelle ou technique. Et je dis ou technique parce que lorsque, notamment, il y a des analyses d'impact dans votre outil, il y a des calculs qui sont faits, potentiellement, il peut y avoir une attente aussi ou un engagement de votre éditeur de suivre la réglementation, de se tenir à jour. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à cet aspect. Alors, je vois qu'il y a 5 questions dans le chat. Alors alors, on nous dit: «Je préconise d'établir des clauses contractuelles de sous-traitance». Alors oui, tout à fait, au moins sur la partie de l'hébergement. Parce que pour le reste, l'éditeur est rarement un sous-traitant, mais en tout cas, pour la partie hébergement, évidemment, c'est important. Et on nous dit: «Il est important de s'assurer de la possibilité de pouvoir récupérer nos données dans un format libre, oui, et ouvert pour garantir la possibilité de basculer les données de nos registres sur une autre solution logicielle». Alors oui, c'est important de pouvoir extraire sur un format, lisible, pour vous, parce que souvent, il y a écrit, que l'éditeur choisit, le format de l'extraction. Non, 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 non. Il faut que le format de l'extraction soit compatible avec ce que vous êtes en capacité de lecture, de lire. Donc attention à ce point et je rajouterais que là, c'est un formidable outil aussi pour gagner du temps dans l'implémentation. Lorsque vous établissez votre registre sur Excel, essayez, dans la mesure du possible, d'avoir toujours la même structure sur votre Excel et de ne pas transformer votre Excel en Word. Je m'explique. Souvent, on voit des registres qui sont sous Excel, mais qui sont pensés comme des Word. Et là, en fait, l'intérêt d'Excel, c'est vraiment d'aller chercher de la cellule et de paramétrer un outil pour qu'il aspire et qu'il récupère un certain nombre de choses et qu'il y ait une table des correspondances entre votre outil et votre Excel. D'accord? Si, à chaque fois dans la case B5, vous mettez la même typologie d'informations, lorsque votre éditeur va travailler sur la table des correspondances, il va dire B5, ça correspond à telle information dans mon outil. Et donc, nécessairement, il va gagner un temps précieux et vous aussi. Et vous n'aurez pas à enfin, vous aurez forcément à vérifier votre registre derrière quand il sera implémenté, mais en tout cas, il y aura vraisemblablement moins de couacs, et moins de modifications à réaliser, par la suite. Donc ça, le format, ça va dans les 2 sens et je suis d'accord avec la remarque sur le format libre et ouvert, dans le cadre de la récupération. Ensuite, ah ouais, alors la récupération a gé on dit dans le chat: «La récupération a généralement un coût». Alors la récupération a généralement un coût, en tout cas, elle peut avoir un coût, mais ce sont vos données. Donc ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que, ça dépend ce que je vais vouloir, obtenir. Avoir un coût pour une extraction, si, c'est symbolique, pourquoi pas? Quand ça devient un
une source de revenus pour l'éditeur et que en gros, il vous explique que c'est extrêmement compliqué, moi ça m'alerte. Ça m'alerte parce que je me dis: «Si c'est si compliqué de me transmettre de l'information alors même qu'il y a pas d'incident, qu'est-ce qui va se passer si demain il y avait un incident?» Donc OK pour que les éditeurs, parce que parfois n'ont pas la fonctionnalité d'extraction simple du registre, OK pour que l'éditeur se dise: «Bon, bah, je vais y passer une demi-journée, il faut que je puisse, le facturer». Mais au-delà, en fonction, des organisations, c'est pas audible. Voilà. Donc attention, à ces éléments. Préférez toujours un éditeur qui a une capacité de vous faire des extractions en CSV ou en point Excel, ou même en PDF, de vos registres et de vos éléments. Voilà, ça c'est vraiment un critère, important. Préférez ça. Oui, donc la récupération, des données. Alors, on peut prévoir la récupération des données à moindre coût en fin de contrat dans les clauses contractuelles. Oui, vous pouvez, hem, sauf que la plupart du temps, la petite astuce chez les éditeurs, c'est de dire: «Bah, on verra quand on y sera», parce que si vous avez, quelques données ou, beaucoup de données, bah, ça va changer. En fait, ça devrait pas vraiment changer. Pourquoi? Parce que la procédure, normalement, en tout cas de ce que moi j'ai observé, elle est souvent identique par rapport à l'extraction et donc qu'on extrait, 1 téra, ou 20 téra, finalement c'est quasiment toujours pareil. Donc à moindre coût, vous allez pouvoir essayer de le négocier. Ça, c'est des clauses de fin de contrat que, notamment comme la réversibilité, il faut négocier avant de se marier. Vraiment, ça, c'est important. Hem Et quand les règles sont trop contraignantes, et qu'on essaye de vous soumettre à des choses qui ne peuvent pas, enfin qui en tout cas pour vous ne sont pas sur vos standards, et ben, il faut simplement leur dire non et aller prendre une autre solution. Il ne faut pas céder à ce type, pour moi en tout cas, il ne faut pas céder à ce type de chantage. Des outils sur la plage, il y en a énormément. Donc, hem, voilà, faites le choix de celui qui répondra aussi à vos standards en termes de réversibilité, en termes de coût évidemment. Alors sur le coût, très rapidement, aujourd'hui, il y a des éditeurs qui facturent la licence par poste, il y a des éditeurs qui facturent la licence par registre. Donc il y a des éditeurs qui facturent la licence avec un mixte entre, le poste, le registre, le nombre d'organisations, enfin voilà. Voilà, vraiment essayer de comparer ce qui est comparable. Moi, je suis pas, très friande, des solutions où il y a pas un coût par poste. Hem, Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur des organisations qui ont une croissance importante, lorsqu'on a des facturations à la fiche de traitement ou au registre ou bien, voilà, avec un mix entre, la licence et la fiche de traitement, en réalité, vous pouvez très vite avoir une montée, de la charge financière de l'outil et ça il y a un effet de bord qu'il y a, là-dedans, c'est que quand, on a une facturation, hem, à ce degré, à cette granularité-là, les gens hésitent à rajouter un traitement. Les gens hésitent à rajouter un registre ou une fiche. Hem et donc voilà, donc cet effet de bord-là, pour moi, il est important. Donc essayez vraiment d'anticiper ça lorsque vous, avez, des éditeurs qui facturent comme ça. Essayez de voir avec eux, la meilleure, solution, voilà. Ensuite, dans les informations, les alertes aussi, que je pourrais, vous faire, en termes de sécurité, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de gérer, les mesures de sécurité au niveau de l'outil, dans le sens, je reprends ma phrase. Il y a des outils, des logiciels qui vous permettent de gérer la sécurité, les mesures de sécurité au niveau outil du traitement. Donc, typiquement, là, je fais un webinar avec ClickMeeting. J'ai un traitement ClickMeeting, animation webinar, dans mon registre. L'outil, c'est de webinar, c'est ClickMeeting. Cet outil, je peux lui attacher
dans certaines solutions, logicielles, je peux lui attacher des mesures de sécurité. Ça fait gagner un temps fou. Pourquoi? Parce que quand vous allez réutiliser cet outil, les mesures de sécurité qui sont attachées, elles se remettent. Et à l'inverse, vous avez enfin, à l'inverse ou de manière complémentaire d'ailleurs dans certains outils, vous avez des outils où vous pouvez ouais, mettre les mesures de sécurité également au niveau du traitement et ce sont les mesures de sécurité que vous aurez renseignées au niveau de l'outil qui vont se coller, plus les mesures que vous allez rajouter, donc qui peuvent être des mesures, d'organisation, par exemple. Donc ça, sur les mesures de sécurité, soyez vigilants, posez-vous la question de comment c'est géré, parce que ça, c'est un vrai casse-tête. Donc pouvoir, définir au niveau d'un outil, les mesures de sécurité, ça permet vraiment de se faciliter la vie dans la construction de l'outil derrière. Donc ça, c'est un des éléments. On arrive à la fin, je vous avais dit, hein, qu'on n'irait pas, on passerait pas 1 heure. Est-ce que vous avez, des questions supplémentaires? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points ou est-ce que vous avez, vous, rencontré, des situations, voilà que vous voudriez, partager? Non, tout va bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors si tout va bien pour tout le monde, c'est super. Ce webinaire, il clôt un mois sur la mise en conformité, les différentes étapes de la conformité. Donc si vous voulez retrouver toutes les infographies du mois sur le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur, notamment la page LinkedIn de la robe numérique et ah, alors on me dit: «J'ai un outil libre on-premise». Magnifique. Alors, bon, on va pas donner de nom, mais j'aimerais bien savoir, quel est l'outil. En tout cas, je le dirai pas. Si vous êtes d'accord de le mettre dans le chat, mettez-le dans le chat, mais je le dirai pas, à l'oral. On a, des outils on-premise, mais, de alors s mon ma ma seule, mon seul point de vigilance sur le on-premise, qui est un très bon, qui est un très bon compromis en termes de sécurité, vraiment très bien, puisque c'est chez vous qu'il est hébergé, c'est la mise à jour. C'est, comment je mets à jour et là, faut pas louper les mises à jour de votre éditeur et lorsqu'il vous propose de mettre à jour, c'est une économie à ne pas faire sur les outils on-premise. Vraiment parce que, derrière ça, vous avez, potentiellement, alors soit des failles, de sécurité, soit, tout simplement une mise à jour, par exemple, au niveau normatif et il va proposer de l'inclure dans votre, dans la version dans votre licence. Donc, voilà, sur le on-premise, j'aurais cette alerte-là qui est de dire, veillez à bien faire vos mises à jour, accepter les mises à jour de l'éditeur. OK, alors, c'est un logiciel, qui se dit basique, je partage ce qu'il y a écrit, qui permet la gestion, du registre et de faire du sur-mesure et c'est pas cher. Écoutez, c'est parfait. Du coup, ça implique, j'imagine en interne, que vous ayez des connaissances et du temps pour mettre à jour, tenir à jour et développer un peu, si c'est un logiciel libre? J'ai une DSI. Ouais, voilà, qu'il y a quelqu'un qui triche là. Très bien. Non, alors c'est vrai que quand on a une équipe, donc une direction des systèmes d'information avec des gens qui vont être capables de donner un coup de main sur ces questions, c'est sûr que ça facilite. Dans les petites structures, dans les petites PME, ou les TPE, il y a pas nécessairement, de DSI. Donc je pense que c'est pour ça que ou quelqu'un qui a l'envie de s'y coller, hein, parce que c'est avoir une DSI ou bien, quelqu'un de très motivé pour le faire. Donc voilà, c'est un peu la limite de cet exercice-là, mais en revanche, moi je suis pas du tout opposée au on-premise, au contraire parce que ça permet, de gérer quand même, l'aspect sécurité, toutes les questions, dont on parlait sur la réversibilité, bon, bah, nécessairement, il y a moins de questions sur ça.
Et on nous précise: «Le prestataire peut faire l'installation». Oui, évidemment, i l'installation pourra toujours être gérée par un tiers, mais en effet, il faut pas, il y a un peu, le chant des sirènes, sur l'ensemble des outils qui existent pour, vous mettre en con enfin, pour vous aider dans votre conformité. Hem, vous pouvez faire des appels à des prestataires. Hem, Vraiment, c'est en fonction de votre organisation. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est de quoi j'ai besoin au regard de mon organisation. Ah oui, par contre, le on-premise nécessite d'avoir un minimum système d'information. Oui, nécessairement, si tout le monde est sous un ordinateur Google, ça va pas le faire, oui, ou plus difficilement. En effet. Donc heu donc voilà, on va clore, le webinaire de ce matin à quelques minutes d'avance. Si vous avez des questions ou que, vous souhaitez, partager quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez, nous contacter sur notre site, sur LinkedIn, n'importe où, voilà. N'hésitez pas. On reste à votre disposition et puis, voilà une petite information, on ferme le cabinet, entre Noël et Nouvel An, mais on vous prépare des petites surprises pour le mois de décembre, on s'est un peu amusé à produire du contenu. Hem, voilà, on s'ennuie pas, mais ça fait partie des trucs sympas du quotidien. Hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que j'ai été très claire, ou un peu claire et je vous souhaite une très belle journée à vous et à très bientôt.